lecture du CTMU de Christopher Langan, cet Américain qui a développé son modèle théorique cognitive de l'univers, une nouvelle fondation de la logique et de la métaphysique. Langan se pose la question, qu'est-ce qu'un homme rationnel doit penser de la réalité? Et sa réponse est une certaine théorie de la réalité, le CTMU, tout en étant moderne, en accommodant les dynamiques qu'on peut trouver dans de la physique quantique, ou en accommodant les constantes qu'on retrouve dans la théorie de la relativité générale. Langan décrit la réalité consolidée linguistiquement sous un opérateur primaire, l'opérateur descripteur global ou le directeur intention-extension universelle, des identités métaphysiques qu'on va associer classiquement à Dieu, va consolider et va permettre l'existence de dynamiques qui se produisent autour de nous, des dynamiques à la fois qui sont guidées par des lois constantes, des lois distribuées, et à la fois avec une créativité interne, que ce soit en tant qu'individu, créativité sur le monde, ou en tant qu'univers, créativité, une évolution de la réalité qui n'est pas figée dans le temps, mais qui est une série d'évolutions, une série de sélections, qui va être plus large qu'une sélection simplement génétique à partir de l'ADN, mais une sélection cosmique généralisée. Et donc, c'est une théorie de la réalité qui, à la fois, qui fonde la science sur des graines que la science considère être hors de son champ d'application. Et donc, c'est une théorie assez novatrice qu'il est bon d'étudier pour se confronter à cette théorie. Et ici, nous sommes toujours dans une partie d'introduction de son document principal. Il revoit ce qu'il considère être l'état de l'art sur la théorie des dynamiques de la réalité, donc la théorie physique de comment la réalité évolue. Une théorie de la réalité doit être compatible avec toutes les manières qu'a la réalité d'évoluer. Et donc, il revoit les travaux du physicien John Wheeler, qui donne une sorte de cahier des charges de ce que sa théorie doit autoriser, ce que cette théorie rationnelle doit autoriser en tant qu'expression de cette théorie. Donc le CTMU doit accommoder beaucoup de points de ce que va mettre en évidence John Wheeler. L'avenir de la théorie de la réalité selon John Wheeler. En 1979, le célèbre physicien John Wheeler, après avoir inventé l'expression trou noir, en fit un bon usage philosophique dans le titre d'un article exploratoire intitulé Beyond the Black Hole, dans lequel il décrit l'univers comme un circuit auto-excité. Le document inclut une illustration dans laquelle un côté d'une lettre majuscule U, représentant ostensiblement l'univers, est doté d'un œil large et d'un air plutôt intelligent qui regarde attentivement l'autre côté. Il acquiert apparemment par l'observation en tant qu'information sensorielle. Grâce au placement, l'œil représente l'aspect sensoriel ou cognitif de la réalité, peut-être même un spectateur humain dans l'univers, tandis que la cible perceptuelle de l'œil représente l'aspect informationnel de la réalité. En vertu de ces aspects complémentaires, il semble que l'univers puisse, dans un certain sens, mais pas nécessairement dans son usage courant, être décrit comme conscient et introspectif, peut-être même infocognitif. Donc là, on voit l'image de cet œil qui, faisant partie de l'univers, a des syntaxes cognitives qui permettent de percevoir l'univers. Donc l'univers se perçoit lui-même avec une sorte de dualité entre l'information perçue par l'œil et l'œil qui est une forme de cognition qui fait que l'ensemble de l'univers devient, d'une certaine manière, infocognitif. L'univers en tant que circuit auto-excité. Donc une sorte de boucle qui se fournit lui-même les données à laquelle il peut répondre par l'observation de ses propres données. Wheeler, un représentant éminent et hautement compétent de ceux qui sont familiers des avantages et des inconvénients de nos modèles actuels de la réalité, n'est pas parvenu à l'illustration donnée en tant que spéculation isolée. En conjonction avec plusieurs autres concepts de Wheeler, l'univers participatif, la loi sans loi et le hit from bit, le circuit auto-excité constitue un programme préliminaire et bien pensé pour décrire l'univers physique. Selon son mandat, la véritable description de la réalité doit posséder deux caractéristiques nouvelles qui ne se retrouvent dans aucun paradigme dominant. D'abord, une réflexivité structurelle et dynamique globale,
ou circuit auto-excité, la perception faisant partie intégrante de la fonction d'auto-reconnaissance de la réalité. Deuxièmement, une équivalence matière-information, identification jusqu'à l'isomorphisme de la réalité physique concrète avec l'information, une monnaie abstraite de la perception. Ensemble, ces caractéristiques constituent une extension cosmologique de la cybernétique ou, de manière équivalente, une extension métacybernétique de la cosmologie. Donc Langan nous partage cette image simple d'un univers auto-excité, qui est une bonne idée de John Wheeler, qui est issue de réflexions sur comment la physique moderne peut s'implémenter dans une théorie de la réalité. Donc la théorie de la réalité doit, d'une manière fondamentale, se structurer ainsi, avec une perception qui observe l'univers, donc une réflexivité structurelle dans laquelle l'univers est couplé avec lui-même, sous une forme d'une opération sur lui-même. Et ça, c'est le premier aspect que Langan exhibe de fondamental dans cette image, de ce qu'on doit voir dans cette image du U, avec un œil. Et deuxième aspect, c'est l'équivalence matière-information. Donc plutôt que de considérer la matière comme quelque chose de séparé avec un dualisme cartésien avec matière d'un côté et esprit de l'autre, puisque la matière est observée par la structure cognitive de l'univers, par l'œil, la matière devient en fait une information qui est consommée par de la perception. On quitte cette notion de matière fondamentale et figée et on la range plutôt dans un couple information-cognition par isomorphisme. Et donc, on prépare plus après la réduction de l'univers que Langan va défendre en langage et avec une réduction de tout ce qui est matériel en infocognition, en structure qui permet de traiter de l'information ou de donner de l'information. Wheeler lui-même explique son circuit auto-excité avec plusieurs autres concepts. Donc d'abord, le circuit auto-excité signifie qu'un univers participatif est un circuit auto-excité dans le sens où il implique en rétroaction perceptuelle ontologique les observateurs. C'est l'œil qui observe. C'est une boucle logique dans laquelle la physique donne lieu à la participation de l'observateur. La participation de l'observateur donne lieu à l'information et l'information donne naissance à la physique. Donc il y a une boucle ontologique dans laquelle la physique émerge de l'observation, ce qui n'est pas la façon naïve de penser qu'il y a d'abord quelque chose de figé, de solide, il y a un rocher devant moi, et parce qu'il est là, je peux le percevoir, et donc le physique donne naissance à l'observation. D'une façon plus générale, l'observateur est essentiel à la scène, et donc le fait qu'il y ait un observateur donne une fondation ontologique, ou le fait qu'il y ait un rocher qui peut être ensuite perçu par cet observateur. Voilà. Donc l'univers participatif, les processus cognitifs et perceptuels des observateurs font partie intégrante de la rétroaction auto-excitante de la réalité. Ceci est affirmé par le principe participatif, ou principe anthropique participatif, que Wheeler décrit de manière formelle comme suit. Plus fort que le principe anthropique est ce que je pourrais appeler le principe participatif. Selon celui-ci, nous ne pourrions même pas imaginer un univers qui ne contienne quelque part et pendant un certain temps des observateurs, car les propres matériaux de construction de l'univers sont ces actes d'observation-participation. Ce principe participatif prend pour fondement le point absolument central du quantum. Aucun phénomène élémentaire n'est un phénomène tant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène observé ou enregistré. Notez qu'à un certain niveau de généralité, la dernière phrase identifie l'observation avec l'enregistrement et assimile donc implicitement la reconnaissance humaine et mécanique. Un phénomène observé ou enregistré. Donc, le principe participatif, c'est celui qui dit que on ne peut observer qu'un univers qui autorise l'observation. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des hommes conscients dans notre univers, puisque voilà, puisque nous sommes conscients, l'univers doit permettre notre existence.
Et donc là, le principe participatif, c'est un principe qui est aussi qui va plus loin et qui dit que il n'y a pas d'univers sans observation, sans enregistrement d'une information, parce que même l'évolution même de la matière a besoin de ces phases en mécanique quantique où il y a des observations, des enregistrements d'état qui ont lieu. Et donc, l'univers devient non pas juste un univers qui permet l'existence d'hommes, mais qui est participatif de manière fondamentale, ontologiquement. La perception, la cognition devient une source ontologique de l'univers. Autre principe, loi sans loi, ordre du désordre. En résumé, rien ne peut être pris pour acquis en matière de cosmogonie. Selon les propres mots du professeur Wheeler, pour moi, la plus grande découverte à venir sera de trouver comment cet univers, né d'un Big Bang, a développé ses lois de fonctionnement. J'appelle cela la loi sans loi, ou l'ordre du désordre. Imaginez l'univers avec toutes ses régularités et ses lois en train de naître de quelque chose de complètement désordonné, pêle-mêle et aléatoire. Si vous étiez le seigneur qui construisait l'univers, comment l'auriez-vous fait ? Il est inspirant de lire la vie de Charles Darwin et de penser comment la division des règnes végétal et animal, toute cette myriade d'ordres est née des miracles de l'évolution, de la sélection naturelle et de la mutation fortuite. Pour moi, c'est une indication merveilleuse que vous pouvez obtenir de l'ordre en commençant par le désordre. Donc, autre principe qui ici est un principe de modernité, plutôt que penser comme Platon, comme Aristote, peut-être qu'il y a déjà des schémas de tout ce qui existe. Il y a le schéma de l'arbre, il y a le schéma de tout ça. On revient à l'histoire de comment est-ce qu'un univers peut se donner ses propres lois d'évolution, et aussi comment, à partir d'une certaine forme de désordre, il y a une convergence vers de l'ordre. Ça, c'est aussi un point clé dans lequel le CTMU va vouloir se positionner. It from bit. La réalité se construit et ou se produit sous la forme d'informations résidant dans des événements quantiques. Comme le résume Wheeler dans son article Information, Physics Quantum, The Search for Links, chaque quantité physique, chaque chose tire sa signification ultime de bits, l'indication binaire oui ou non. Il aborde ensuite ce concept en détail en proposant 3 questions, 4 noms et 5 indices sur le caractère informationnel quantique de la réalité. Les questions sont les suivantes. Comment survient l'existence ? Comment survient le quantum ? Comment survient le monde unique composé de nombreux observateurs participants ? Voilà les 3 questions. Et ensuite, les noms, pièges séduisants invités pour répondre aux 3 questions, ne comprennent aucune tour de tortue, aucune loi, aucun quantum et aucun espace ou temps. Et les indices qui éclairent le chemin vers les vraies réponses incluent la limite du limite est 0, pas de questions, pas de réponses, le principe superconicien et la conscience, y compris les guillemets. Et plus est différent. Donc le circuit auto-excité couple l'information et la cognition, et on voit que l'information est non seulement information, mais c'est une information qui, de niveau quantique, émerge d'indications binaires oui ou non, et donc il y a une empreinte logique de vrai ou faux, de réel non réel. Donc, comment survient l'existence, comment survient cette théorie-réalité, cette réalité, comment survient le quantum, donc cette manière particulière qu'a la réalité d'évoluer, qui fait bien sûr partie de la théorie de la réalité, et le monde unique, quand on a tous ces observations, tous ces participants, comment est-ce qu'on peut avoir un monde unique qui a les mêmes vérités logiques de ce qui existe, qui n'est pas existe, d'avoir une cohérence, et donc on va devoir développer des relations d'ordre supérieur, des instances qui permettent d'homogénéiser, d'harmoniser différentes observations. Et donc on voit beaucoup de points développés qui ne sont pas des points qui ont été étudiés par les philosophes médiévaux ou les philosophes classiques grecs, et que Langan va pouvoir étudier dans sa théorie de la réalité. Et donc Wheeler, avec sa connaissance sur la physique,
propose de nombreuses pistes qui sont des fausses pistes pour répondre à ces questions, et ce sont les pistes qu'on va parcourir dès maintenant. Donc, comment survient l'existence? La portée ontologique et cosmologique de cette question est évidente. Sous une forme ou une autre, elle a miné les philosophes depuis les temps immémoriaux. Tel qu'interprété par Wheeler, cela conduit à 4 conclusions inévitables. Le monde ne peut pas être une machine géante, gouvernée par un quelconque continuum de lois physiques préétablies. Au niveau microscopique, il n'existe pas d'espace ou de temps, ou de continuum d'espace-temps. 3. La fonction de probabilité familière ou fonctionnelle et l'équation d'onde ou d'équation d'onde fonctionnelle de la théorie quantique standard fournissent de simples idéalisations de continuum et, en raison de cette circonstance, dissimulent la source d'information théorique à partir de laquelle elles sont dérivées. 4. Aucun élément dans la description de la physique ne se montre aussi près d'être primordial que le phénomène quantique élémentaire, c'est-à-dire l'acte élémentaire intermédiaire qui consiste à poser une question physique du type oui non et obtenir une réponse ou, en bref, l'acte élémentaire de participation d'un observateur. Autrement dit, chaque grandeur physique, chaque chose tire sa signification ultime de bits, d'indication binaire oui-non, conclusion que nous résumons dans l'expression it from bit. It from bit, c'est une forme de simplicité d'un observateur qui va répondre oui ou non. Donc c'est une logique presque la plus élémentaire. Est-ce que quelque chose est ou non, vrai ou faux? Et c'est quelque chose qui casse en fait plusieurs cadres qui sont les cadres dans lesquels on pensait appliquer cette logique. Donc le monde n'est pas une horloge géante, magnifiquement huilée, dans lequel les lois prédéfinies guideraient le monde. Ce n'est pas non plus un cadre dans lequel des événements ont lieu dans un espace-temps qui sont un petit peu l'intuition a priori dans lequel le monde évoluerait, et non plus l'idée que les fonctions d'onde, il y aurait un continuum idéal dans lequel juste des fonctions d'onde évolueraient de manière probabilité, généreraient le quantum nécessaire à l'évolution du monde. Ce n'est pas non plus ce qu'il faut. Il faut des observateurs, des observations, des participations, et c'est un objectif que Langan va essayer d'atteindre avec son CTMU, de redéfinir un petit peu la manière élémentaire dans laquelle on comprend la théorie de la réalité. Comment survient le quantum? Pourquoi l'univers est-il constitué d'événements quantiques apparemment propter hoc, non déterministes, mais post hoc informationnels? Comme le remarque Wheeler, la physique quantique nécessite une nouvelle vision de la réalité. Quelle est donc la relation logique exacte entre le quantum et la nouvelle vision de la réalité qu'elle exige? Quelle est cette nouvelle vision et comment le quantum s'y intègre-t-il? Comment le quantum s'intègre dans la théorie de la réalité? Avant que les événements aient lieu propter hoc, apparemment il n'y a pas de déterminisme, il y a des distributions de probabilité que les choses aient lieu, mais rien qui les détermine à avoir lieu ou à avoir lieu d'une certaine façon. Et post-hoc, les événements paraissent informationnels d'un observateur qui extrait une information particulière, qui est peut-être une information orientée avec ses objectifs. Donc il y a vraiment un travail à faire sur comment notre théorie de la réalité justifie le fait qu'il y ait ce fonctionnement quantique et comment elle est-elle compatible avec ce quantum. Comment survient le monde unique parmi de nombreux observateurs participants? Dans la mesure où le terme observateur participant englobe les scientifiques et les autres êtres humains, cette question invite une interprétation quasi anthropologique. Pourquoi un univers composé d'observateurs distincts, dont les programmes et les impératifs de survie sont parfois contradictoires, devrait-il afficher une unité structurelle et nomologique? Lorsque les observateurs sont capables de créer des événements dans la variété unitaire globale de leur univers commun, pourquoi ne le feraient-ils pas strictement pour eux-mêmes, chacun dans son propre univers, et jamais les deux ne se rencontreraient? Lorsque le concept observateur participant est généralisé pour inclure des systèmes non anthropiques de traduction d'informations, qu'est-ce qui maintient l'ensemble de ces systèmes dans une seule et même réalité? Comment survient le monde unique nous ramène à notre condition humaine. Alors nous voyons que nous sommes des observateurs participants, nous avons des objectifs, nous avons différents événements qui vont nous rendre plus ou moins heureux,
Alors pourquoi est-ce que le monde, ça serait pas juste chacun dans sa chambre avec qu'on meuble comme on veut et dès qu'il y a des intérêts antagonistes, eh ben, le monde se sépare en plusieurs réalités et finalement chacun a exactement ce qu'il souhaite, chacun vraiment vérifie les conditions de sa survie et vérifie les conditions de son bonheur à chaque instant sans jamais qu'on ait besoin d'avoir un monde unique dans lequel il y a des intérêts antagonistes. Pourquoi sommes-nous finalement avec les autres? L'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Donc, pourquoi ce monde unique en tant que observateur participant avec des enjeux, avec des désirs, des objectifs? Et d'une autre façon aussi, pourquoi tous ces systèmes qui sont non conscients, qui vont aussi obéir aux lois quantiques, aux lois d'observation, qui vont générer finalement ce qui va créer des expériences qui sont communes pour les différents participants? Pourquoi ces systèmes-là aussi se maintiennent dans le monde unique et ont les mêmes lois, une seule et même réalité pour tous ces systèmes qui ont différents objectifs ou même qui n'ont aucun objectif? C'est une question que pose Langan, qui va être aussi fondamentale dans la théorie de la réalité, qui demande justement de dévoiler des principes d'ordre supérieur qui vont expliquer pourquoi la réalité crée des participants qui sont participants entre eux dans d'une seule et même réalité. Et ça a aussi des implications sur comment comprendre l'existence, la naissance, même l'existence après la mort, etc. Ce sont des questions de comment s'intégrer dans l'univers commun. Qu'est-ce que l'univers commun? Quelles sont les conditions pour être intégré dans l'univers commun? Est-ce que y a une façon d'un observateur participant qui fait qu'il n'est plus invité dans le monde commun? Ce sont des questions fondamentales pour comprendre les conséquences d'une théorie de la réalité qui va expliquer ce monde unique et qui aura beaucoup de conséquences sur les compréhensions de Langan, de la métaphysique en tant que place de l'homme dans la création, place de l'homme dans la participation à cet univers. Aucune tour de tortue. Emprunté à William James, cet aphorisme signifie pas de régression infinie vers des domaines et principes de causalité toujours antérieurs. À cela, nous pourrions assimiler une version mise à jour d'un aphorisme bien connu, attribué à Harry Truman. Le pouvoir explicatif s'arrête ici. The exploratory buck stops here, où ici fait référence à cette réalité que nous habitons et observons. Wheeler ajoute à cela une idée cruciale. À l'infini, aucune autre alternative n'est évidente qu'une boucle, telle que la physique donne lieu à la participation de l'observateur, la participation de l'observateur donne lieu à l'information, et l'information donne lieu à la physique. Seule une telle boucle ontologique est capable de former un collet suffisamment large et fort pour le ceinturage théorique de la réalité. La tâche à accomplir est donc de trouver un moyen de le fabriquer et un support par lequel le manier. Donc il y a une définition récursive de l'observateur, la physique et l'information qui sont la seule manière de définir quelque chose sans régression vers toujours plus de causalité intérieure. Si on a les lois de la physique, par exemple, qu'est-ce qui donne sens à ces lois? Comment ces lois se définissent? Il faut aller un cran plus loin, donc faire les lois des lois, et ensuite il faut définir les lois de ces lois, et les lois des lois des lois des lois, etc. Donc il y a toujours une explication antérieure si on n'arrive pas à trouver un domaine qui est récursivement défini avec un principe de définition qui permet d'avoir cette réflexivité opérationnelle et de définition. Aucune loi. Comme le dit Wheeler, l'univers doit être né sans même un plan préexistant. Seul un principe d'organisation qui ne serait aucune organisation du tout semblerait s'offrir à lui-même. Ou pour réitérer, le monde ne peut pas être une machine géante gouvernée par un quelconque continuum de lois physiques préétablies. Donc, des lois qui émergent sans loi, quelque chose encore à définir d'une façon qu'on a déjà vu, d'une façon des définitions récursives et des principes qui vont devoir être des principes de génération. L'arrière-plan du monde, ça ne peut pas être le vide,
Ça doit être quelque chose de créatif. Et donc, ce sont des contraintes que le CTMU va implémenter dans ses définitions. Aucun continuum. Le vénérable continuum d'analyse et de mécanique est une chimère mathématique et physique. Habituellement associé à l'ensemble des nombres réels, un continuum est un ensemble extensible unifié avec un paramètre de distance pouvant être subdivisé à l'infini de manière à ce que deux points distincts soient séparés par un nombre infini de points intermédiaires. Comme le dit Wheeler, un demi-siècle de développement dans le domaine de la logique mathématique a clairement montré qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de la croyance en le caractère existentiel du continuum des nombres. Quelques nombres, par exemple les irrationnels tels que racine de 2, ne peuvent pas être calculés avec précision et ne correspondent donc à aucun emplacement physique significatif sur une droite numérique ou une trajectoire physique. Ils ont une existence uniquement abstraite. Donc, les nombres existent abstraitement dans des formules pour orienter l'évolution de l'univers, mais ils n'existent pas en tant que quantité concrète qui existe sur une ligne qui formerait un arrière-plan dans lequel des objets se localiseraient. Il n'y a aucun objet qui est réellement localisé à racine de 2 par rapport à un autre nombre autour de ce nombre-là, parce qu'il n'y a pas de principe pour identifier cet emplacement physique. Donc la perception n'a pas besoin d'une telle définition pour évoluer et n'emploie pas de telle précision pour évoluer. Aucun espace ou temps. Encore une fois, au niveau microscopique, il n'existe pas d'espace ou de temps ou de continuum d'espace-temps. Au niveau submicroscopique, le principe d'incertitude de Heisenberg transforme l'espace-temps en une mousse quantique apparemment chaotique, jetant le doute sur la connectivité de l'espace et son ordinalité. Wheeler cite Einstein dans une veine kantienne. Le temps et l'espace sont des modes par lesquels nous pensons et non des conditions dans lesquelles nous vivons. Considérant ces modes comme pouvant être dérivés d'une théorie propre à la réalité, en tant que fonction idéalisée d'un continuum idéalisé, nous n'introduirons le temps dans aucun compte-rendu profond de l'existence. Nous devons dériver le temps, et seulement le temps, du continuum idéalisé. De même avec l'espace. Donc le temps, c'est pas une entité qui forme la base de l'existence, mais c'est quelque chose qui doit émerger d'un processus qui utilise le temps comme un paramètre pour l'évolution de systèmes. La limite d'une limite est 0. En substance, cette notion intuitive de la topologie algébrique dit que les structures fermées incarnent un certain type de symétrie auto-annulable. Ceci peut être illustré en 3 dimensions par un tétraèdre dont le bord simplicial incorpore ses 4 faces triangulaires équilatérales. Pour trouver le bord de ce bord, vous devez mesurer les arêtes orientées dans le sens horaire ou anti-horaire autour de chaque face, mesurant ainsi chaque arête du tétraèdre 2 fois dans la direction opposée. Étant donné que la somme des mesures s'annule maintenant à 0 à chaque arête, le bord du tétraèdre est égal à 0. Cette propriété s'avère avoir de nombreuses applications en physique, en particulier dans la théorie des champs, en ce qui concerne l'emprise réciproque de la matière sur l'espace et de l'espace sur la matière, ou de manière moins colorée, la relation entre l'espace et la matière. Dans la vision de Wheeler, son ubiquité inspire l'espoir que nous allons un jour compléter les mathématiques et la physique et tirer le tout du rien, toute loi d'aucune loi. Ainsi, il est étroitement lié à la loi sans loi et à la création dite ex nihilo, à partir de rien. Donc ici, nous avons différentes illustrations du fait que le bord du bord est 0, donc un rien. Donc, diagramme 1, le bord d'un segment de droite unidimensionnel, orienté, constitué de ses extrémités zéro-dimensionnelles qui séparent la ligne de son complément, l'espace qui l'entoure. Le point initial représente la dette requise pour démarrer la ligne et reçoit donc une valeur de -1, tandis que le point terminal représente le paiement pour compléter la ligne et reçoit une valeur de +1. Lorsque les points initial et terminal de la ligne sont identifiés, comme indiqué par la flèche incurvée, il en résulte une ligne fermée déminant un disque plan. Comme les points d'extrémité coïncident maintenant, ils totalisent 0 et ne séparent plus la ligne de son complément. Ainsi,
le bord 0-dimensionnel du bord 1-dimensionnel du disque 2-dimensionnel est 0. Donc la ligne, on part de -1 et c'est une dette qu'on paye avec +1. Et en fermant ce segment, la dette qu'on a payée en fait s'annule au point ici. Donc la dette totale de la boucle, c'est 0. Voilà. Et c'est un principe qu'on voit de manière un peu plus complexe avec le tétraèdre, dans lequel toutes les faces des rectangles deviennent orientées. Donc il y a une orientation, une manière de mesurer chaque tétraèdre. Et avec l'orientation aussi de la boucle. Et toutes les arêtes que vous voyez, il y a une flèche qui va dans un sens, une flèche dans l'autre. Et donc chaque arête a un poids de 0 également dans le tétraèdre. Une zone triangulaire peut être décomposée en 4 zones triangulaires plus petites. Introduction d'une orientation uniforme, dans ce cas dans le sens horaire par rapport aux zones. Flèche rouge confère la même orientation au périmètre extérieur. Flèche bleue extérieure, recréant la situation de 1B. Bien que les physiciens utilisent souvent cette règle pour expliquer la conservation de l'énergie moment, ou qu'on appelle Wheeler Mom Energy, elle peut être interprétée plus généralement en termes d'information et de contraintes ou d'état et de syntaxe. En d'autres termes, le bord est analogue à une contrainte qui sépare un attribut intérieur satisfaisant la contrainte d'un attribut extérieur complémentaire, créant ainsi une distinction informationnelle. Donc là, on utilise des figures pour montrer comment vous pouvez créer une boucle sans payer aucune dette, sans qu'il y ait aucune dépense de quelconque énergie. Et quand vous avez cette image, vous pouvez l'appliquer aux états syntaxe. Par exemple, imaginons la syntaxe être bleu, qui sépare quelque chose qui est le bleu de non bleu, qui paraît être quelque chose qui a besoin d'une énergie pour se définir. Mais quand vous fermez la boucle, cette droite de bleu non bleu, vous pouvez la fermer et vous obtenez quelque chose dans lequel bleu non bleu sont deux domaines qui émergent de quelque chose qui n'a un bord qui n'a aucun coût, qui a un coût de 0. Et c'est exactement le domaine ontique primordial du CTMU, c'est la télèse non bornée, qui est un domaine de potentiel de syntaxe infini. Et donc c'est cette image de figure géométrique peut être utilisée pour se dire, finalement, il y a ce potentiel syntaxique infini de syntaxes qui vont définir les frontières syntaxiques d'une information, qui vont définir par des questions oui-non, est-ce que vous êtes à l'intérieur de la syntaxe ou non. Et cette image d'une infinité de telles syntaxes qui n'ont aucun coût, donc qui sont toutes là de manière infinie sous la forme de télèse non bornée, c'est le domaine ontique primordial du CTMU. Donc Langan profite de cette illustration de ces outils qui sont utilisés en physique pour vraiment cette énergie moment, pour donner vraiment des outils conceptuels, des outils intuitifs pour se représenter l'ontologie du CTMU qu'il va développer plus tard. Pas de questions? Pas de réponse. Dans une expérience quantique, le dispositif de mesure et son emplacement correspondent à une question et le résultat à sa réponse. L'existence de la réponse constitue une information sur l'état et fondée sur le fait de poser la question ou de l'occurrence de la mesure. Et le type de réponse reçue dépend du type de question posée et de la manière dont elle est posée. Le monde est donc composé d'événements de mesure dans lesquels les informations sont échangées par des objets, l'un ou les deux posant une question et l'un ou les deux donnant une réponse. La question et la réponse, la stimulation et l'observation d'événements ne peuvent être séparées sur le plan ontologique et elles ne peuvent pas être protégées de l'influence de l'environnement. À la racine de ce critère sont l'incertitude quantique et la complémentarité, pierre fondatrice de la mécanique quantique. Puisque la théorie quantique fait partie de l'évolution de la réalité, il n'y a pas de question, pas de réponse. Si vous connaissez la vitesse d'un objet, vous ne pouvez pas connaître sa position. Si vous connaissez la
position d'un objet, vous ne pouvez pas connaître la vitesse. C'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait des objets qui aient toujours des positions et des vitesses qui évoluent de tout temps. Et juste quand vous l'observez, c'est là que vous extrayez de l'information. Non, l'observation est fondamentale. Donc, il faut qu'il y ait une question pour une réponse, ce qui couple la question et la réponse dans votre ontologie de ce qui existe. Parce que s'il n'y avait pas d'observateur, pas de participant, s'il n'y a pas l'œil, il n'y a pas de réponse. Et donc, l'univers n'a même pas d'état donné parce que quand on pose la question, on peut avoir peut-être la position sans avoir la vitesse, mais s'il n'y a pas de question, il n'y a ni les deux, parce que même théoriquement, c'est impossible de connaître les deux exactement. Et complémentarité, quand c'est l'expérience des fentes Jung, la complémentarité d'une particule comme onde et comme particule, du photon comme onde et particule, typiquement, en fonction de votre expérience, en fonction de votre observation, il va y avoir des résultats totalement différents entre des photons qui interagissent, qui font des figures d'interférence parce qu'ils sont ondulatoires, ou des photons qui se montrent juste comme des points de lumière qui vont qui passent par une seule fente et qui donnent des positions déterminées. Donc, la physique quantique montre que dans la réalité, dans la théorie de la réalité, l'observateur participant est fondamental. Et sans ces questions, il n'y aurait pas de réponse, ce qui demande de concevoir l'univers comme ce circuit auto-excité. Le principe supercopernicien. De même que Copernic a remplacé le géocentrisme par l'héliocentrisme, montrant par extension qu'aucun lieu particulier dans l'univers n'est spécial et répudiant ainsi le concept de centrage ici, le principe supercopernicien dit qu'aucun moment particulier dans le temps n'est spécial, répudiant le centrage maintenant. Essentiellement, ça signifie que lorsque l'observateur participation fonctionne rétroactivement, la charge de la participation est effectivement distribuée dans le temps. Ainsi, bien que la taille en bits de l'univers soit trop importante pour avoir été entièrement générée par des observateurs participants qui ont existé jusqu'à présent, les générations futures d'observateurs participants, représentant éventuellement des modes d'observation-participation autres que celles associées à l'observation humaine, ont pesé et pèsent maintenant depuis l'avenir. La pertinence de ce principe par rapport au principe anthropique participatif va de soi. Le principe supercopernicien n'est pas un principe évident à comprendre dans l'introduction du CTMU. Donc Copernic a remplacé le géocentrisme, l'idée que la Terre est le centre du monde, par l'héliocentrisme, l'idée que le Soleil est le centre du système solaire. Et plus généralement, même avec la relativité d'Einstein, on sait qu'il n'y a pas de centre, que chaque même individu peut devenir une référence à partir de laquelle on définit les coordonnées du reste de l'univers. Donc il n'y a pas de centrage ici. Donc le principe supercopernicien serait qu'aucun temps n'est spécial. Donc de même qu'il n'y ait pas de point de référence particulier, le temps serait interchangeable aussi. On pourrait redéfinir les temps, parcourir les temps de façon arbitraire, disons. Et ça, c'est pas quelque chose qui reste valide dans le CTMU, parce que ça requerrait une vision déterministe de l'univers, une vision laplacienne dans laquelle le temps serait déjà totalement... Tous les éléments seraient déjà déterminés, un peu comme un film. Et donc le temps serait juste finalement un temps de lecture, peut-être du temps qu'on observe cet univers déterminé. Et donc il y aurait pas, on pourrait le parcourir en allant vers l'avant, vers l'arrière, ou à partir de n'importe quel point. Et finalement, la fonctionnalité du temps, ce serait juste de parcourir tout ce film déjà figé. Et ce qui fait que le temps n'aurait aucune importance. Il n'y aurait pas de temps central, ce serait un temps de parcours et on prend celui qu'on veut. Mais le CTMU, parce que il a besoin pour définir les lois de l'univers en général, du libre arbitre, de la générativité à partir de ce domaine de Télès non borné qui fournit un domaine pas vide mais de syntaxe ensuite qui va générativement
crée l'évolution de l'univers, chaque temps est une reproduction du temps de création initial avec une phase de générativité à partir aussi donc, du passé. Donc le passé est là en tant que syntaxe, en tant qu'état et syntaxe du passé qui est utilisé pour la syntaxe courante qui va être générée. Le temps présent est un moment de libre arbitre de création où les acteurs de l'univers vont créer un événement particulier. Donc le temps futur n'est pas déjà déterminé. Donc le temps futur n'a pas du tout le même statut que le temps présent. Le temps présent est le temps de création. Le temps passé est un temps aussi qui paramètre les possibilités du temps présent. Donc il y a un statut particulier. Et donc la distinction passé, présent, futur est conservé dans le CTMU. Il n'y a pas de principe super copernicien, disons naïf. Il y a des façons particulières. Donc le temps du futur est déjà en train de peser sur l'évolution parce que il y a une syntaxe future, une ligne de temps qui est déjà en action et qui cherche à s'intégrer à l'univers. Donc il y a une façon dans laquelle le futur est déjà en train de peser. Donc c'est pour ça que je pense que Langan n'est pas réticent à parler de ça. Mais ce n'est pas... les temps ont des fonctions particulières et gardent une distinction passé, présent, futur dans le CTMU. Et aussi, donc dans le CTMU, là, il voit le problème. Puisqu'on dit que le monde est généré par des observateurs, des questions-réponses, l'univers il est quand même immense. Il y a beaucoup d'états qui ont été déterminés. Et dans CTMU aussi, une feuille de papier ne détermine pas l'évolution du monde. Parce qu'il y a une classe particulière d'identité, les tellers secondaires, dont les hommes font partie, qui posent ces questions et qui déterminent le monde. Et donc, ça crée le problème, si on prend juste une vision naïve dans laquelle ces individus conscients posent des questions et ont besoin de réponses, l'information, la complexité de l'univers dans lequel on évolue a besoin de beaucoup de questions-réponses et qui sont trop grandes par rapport aux observateurs existants. Donc, ces classes de participants auraient besoin d'une aide de futurs participants pour poser toutes les questions qui répondent même qui expliquent le présent, qui donne une information suffisamment complexe pour déterminer le monde avec la complexité qu'on peut observer. Et donc c'est pour ça que ce principe supercopernicien est quand même bon à mentionner dans le fait qu'il y a besoin puisqu'il y a des questions-réponses, il y a besoin d'une influence du futur sur le présent, disons, pour donner, pour expliquer la quantité de complexité qu'on voit dans l'univers. Et encore une fois, le CTMU ne va pas présenter le temps d'une façon d'un principe super copernicien parce que il y a une générativité du temps. Le maintenant est très important et le futur est présent, disons, dans le maintenant toujours parce qu'il pèse sur le présent et sur le cycle de génération de syntaxe du présent. Mais il ne sera pas, ce n'est pas un temps indifférent, c'est un futur qui n'est pas, le point futur n'est pas déterminé en avance. Donc il n'y a pas, donc le maintenant c'est vraiment le maintenant. Il n'y a pas de, on ne répudie pas le centrage du maintenant dans le CTMU. On l'étend d'une façon particulière, mais très certainement, il n'y a pas d'indifférence du référentiel temporel. Parce que le libre arbitre se régénère à chaque temps, à chaque cycle conspensif. La conscience. Wheeler souligne la difficulté d'établir une distinction générale entre la forme de traitement d'informations caractéristiques des humains
et cette caractéristique de divers systèmes et dispositifs complexes qui peuvent ou non être conscients. La ligne entre l'inconscient et le conscient commence à s'estomper, déclare-t-il. Nous devons peut-être un jour élargir la portée de ce que nous entendons par un qui. Le terme qui, suggère-t-il, est trop spécifique à l'homme, à la vie et à la conscience. Ses connotations anthropiques sont anti-coperniciennes, tandis que les concepts de vie et de conscience sont sujets à révision et à mesure que la science avance. Il semblerait plus raisonnable, suggère-t-il, de rejeter pour le moment les accents sémantiques de qui, d'explorer et d'exploiter les connaissances à tirer d'expressions communication et communication employées pour établir un sens. La conscience est un aspect fondamental de l'univers comme circuit auto-excité, avec l'œil de l'univers qui se regarde lui-même, et donc de façon ontologique, l'univers va être conscient, mais ce que Wheeler suggère, c'est que l'idée de conscience ne soit pas restreinte à l'homme, à un qui, mais qu'elle soit appliquée aussi à des objets qui permettent la communication employée pour établir un sens. Et donc la théorie de la réalité doit en effet donner à conscience ce statut ontologique fondamental, mais également la définir d'une façon appropriée pour refléter tous les différents acteurs qui participent à cette observation, à cette configuration de l'univers, cette cognitivisation de l'information de l'univers. Et en effet, le CTMU va définir ces classes avec les tellers tertiaires qui ne font que percevoir sans configurer, les tellers secondaires qui perçoivent et aussi qui ont des capacités de modélisation qui permettent d'établir du sens et donc de guider la configuration de l'univers, et le teller primaire qui est le chef d'orchestre qui se déploie, qui se distribue par autosimilarité dans tout le système. Et donc ces trois classes de conscience vont être les outils que Langan va utiliser pour définir cette conscience et pour la classifier en catégories appropriées dans notre théorie de la réalité. Plus c'est différent. Le potentiel de complexité augmente avec la cardinalité. Avec un grand nombre d'éléments, vient la variété combinatoire et le potentiel d'une sorte de structure logique à plusieurs niveaux qui caractérise les organismes biologiques et les ordinateurs modernes. C'est un précepte fondamental de la théorie de la complexité. Wheeler pose la question suivante. Allons-nous un jour comprendre le temps et l'espace, ainsi que toutes les autres caractéristiques qui distinguent la physique et l'existence elle-même, en tant qu'organe autogénéré d'un système d'information autosynthétisé? Plus c'est différent. Donc si vous avez un neurone, vous n'allez pas très loin. Si vous avez des centaines de milliers de neurones, vous êtes une fourmi. Et si vous avez des dizaines de milliards de neurones, vous êtes un homme. Et donc la cardinalité, le nombre, crée des potentiels de complexité qui, par la combinaison de systèmes plus simples, permet de recevoir des systèmes plus complexes avec des capacités de modélisation d'ordre supérieur. Et ces systèmes complexes s'appuient sur un grand nombre de systèmes plus simples. Et donc la question que retient Langan pour la théorie de la réalité, c'est est-ce que le temps, l'espace et toute la physique, l'existence elle-même de toutes les particules, est-ce que ce ne serait pas autant d'organes, un système qui lui serait peut-être qui aurait une unité fonctionnelle, tout comme le cerveau humain a une unité de conscience pour l'individu, est-ce qu'il n'y aurait pas un système d'information autosynthétisée qui aurait une forme d'harmonie, de pureté logique, métaphysique, qui prendrait la forme d'autant d'organes que nous percevons comme la physique, comme les individus, comme les particules. Voilà, donc. Et c'est une question qui vient à Wheeler pour expliquer l'unité de ce monde unique, pour expliquer l'harmonie de toutes ces questions-réponses, etc. Est-ce que finalement toute la physique, tout ce qu'on voit, toute la réalité n'est pas une distribution d'un système supérieur en forme d'organes tels qu'on les perçoit? De façon personnelle, Langan a une tête, je crois, qui est 6 écart-types au-dessus de la distribution de l'homme moderne, disons. Et donc, c'est peut-être aussi son dernier point, car c'est une manière de vendre son CTMU, puisqu'il a une très grosse tête et
un très grand nombre de capacités de circuits neuronaux, peut-être que ses raisonnements et son modèle de l'univers de la réalité est supérieur peut-être à ses concurrents ou à d'autres critiques. En tout cas, il a un QI qui était évalué à aussi, je crois, 6 d'écart type par rapport à la statistique normale. C'était dans une interview. Donc c'est un petit remarque cocasse, je pense, de dire que Langan lui-même, l'auteur, a potentiellement un grand nombre de cardinalités de neurones qui lui permet d'avoir accès à ces modèles plus complexes de la réalité, à faire des synthèses pour la théorie de la réalité. Ensemble, ces slogans rigides, questions, précautions et indices constituent un appel à une nouvelle souche de théorie de la réalité, un modèle conceptuel unifié pour nos pensées et observations. Combien de modèles actuellement retenus répondent à cet appel ? La réponse est bien sûr presque aucun. Si certains d'entre eux semblent répondre à une ou deux questions et respecter un ou deux des critères, aucun n'est toutefois proche de tous les aborder. Ce que chaque modèle a été obligé de donner pour répondre à un sous-ensemble de critères a coûté cher en termes de respect des autres. Nous avons donc une thèse et une antithèse sous forme de physique classique et de modèles quantiques discrets, mais parce que toute la profondeur de la relation entre les deux est insondable, aucune synthèse. Presque tout le monde semble reconnaître la justesse des idées de Wheeler, mais les relations hiérarchiques supérieures requises pour rassembler toutes ces informations dans une vision d'ensemble se sont révélées insaisissables. La difficulté logique de répondre à toutes les questions et de satisfaire tous les critères en même temps, en parallèle, à l'aide de concepts intégrés logiquement traitables, a été tout simplement prohibitive. Cette situation peut-elle être redressée ? Les découvertes scientifiques dévoilent ce que la réalité fait. Elles poussent les penseurs à réagir à ça. Donc, par exemple, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, elle peut sans doute inspirer, par exemple, Nietzsche, puisque l'homme évolue. Peut-être que l'homme crée sa propre valeur et va vers le surhomme. Et les réponses qui sont psychologiques et poétiques. Et dans le cas de Langan, ce qu'on voit, c'est que c'est un penseur qui cherche à rester dans le domaine du rationnel, de la connaissance et consolidé par la logique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il liste tout un tas de concepts, de phénomènes, de précautions qu'il voit avec la physique moderne, en particulier la physique quantique et la physique classique. Il veut rénover un système où l'esprit, l'homme, donc l'expérience de l'homme, l'expérience consciente, le langage interconscient et rationnel de l'homme est connecté au monde matériel. Il y a beaucoup de concepts qui sont issus des philosophes grecs, typiquement. Les schémas, il y a des genres d'objets, il y a des objets qui tendent vers des principes, une volonté d'aller vers la perfection d'un objet. Il y a tout un système de concepts qui a été développé pour traduire un petit peu la relation entre le mental et le matériel. Et c'est un système qui est chamboulé par la physique quantique, parce que la physique quantique fait de la conscience un aspect fondamental avec ses questions-réponses. Donc l'univers entier devient un peu dépendant d'être couplé avec la conscience. La conscience également est d'une certaine manière étendue pour le besoin de définir l'ensemble du monde et d'une façon qui peut être même contre-intuitive. Le lien entre l'esprit et la matière est un peu laissé peu compris, pas compris. Langan voit tous ces problèmes-là et je pense qu'il liste les conséquences de cette physique quantique et cherche à donner une nouvelle théorie de la réalité de la relation entre l'esprit et la matière à partir de ce qu'il voit. Donc ça consiste à redéfinir quelle est la substance de base, quels sont les processus de base d'évolution, comment ça se fait qu'il y aurait des processus qui prennent la forme de physique quantique. C'est pas quelque chose qui doit être aléatoire, quelque chose qui doit être fondamental. Langan va pas avoir de réaction poétique, philosophique à ça, mais une réaction de redéfinir la logique pour permettre d'expliquer comment l'esprit se lie à la réalité et comment la réalité forme ce monde unique
qui a des lois qui sont distribuées, donc des lois qui peuvent être reproduites, donc des lois scientifiques distribuées générales, avec aussi des expériences individuelles. Langan va refaire l'inventaire de la relation entre matière et esprit à partir de la physique quantique. Donc c'est ce qui se propose. Et voilà, donc Wheeler, c'est son état de l'art de ce qu'il doit résoudre.